bonsoir, bienvenue dans 85 chrono, la première partie. Bonsoir également au public qui nous accompagne ce soir, au public qui vient de la maison familiale de Mareuil. C'est la première partie de 85 chrono, celle où on revient sur les principaux événements sportifs du week-end et on va commencer avec du basket et la Ligue féminine, la 6e journée. Les Tigresses de La Roche-sur-Yon se déplaçaient chez les Gazelles de Latte Montpellier ce dimanche. Des Lyonnaises privées de Timapouille, blessées mercredi dernier en Eurocup. Les Montpelliéraines en blanc sont devant à l'issue du premier quart-temps, 19-15. Ça se complique pour le RVBC dans le deuxième quart-temps avec la sortie sur blessure d'Assitan Koné. Nouveau coup dur pour La Roche qui sombre dans cette deuxième période. Seulement 10 points inscrits, 21 pour Montpellier qui mène alors 40-25 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, les Vendéennes n'ont pas les armes pour revenir et les Héraultaises creusent encore l'écart. Plus 19 à la fin du troisième quart-temps, 60-41. Un écart qui ne fait que grandir dans le quatrième quart-temps. Un quatrième quart-temps que Montpellier remporte 23-6. C'est donc une très lourde défaite de 36 points pour le RVBC qui s'incline 83-47. On va regarder le classement donc après cette 6e journée de Ligue féminine. Et avec 3 victoires pour autant de défaites, La Roche est toujours 5e. Classement dominé par Lyon. Seule équipe à 6 victoires. Mercredi, dernière journée de la phase de groupe en Eurocup. Le RVBC va recevoir Villeneuve d'Ascq à 20h avec un dernier espoir de terminer meilleur 3e. Et il y aura ensuite un déplacement à Toulouse en championnat samedi. Toujours en basket, on jouait en National 1 masculine la 15e journée. C'est un week-end à oublier pour les équipes vendéennes avec la défaite de Chaland vendredi à Loun-Plage 77-73 et défaite également des Sables d'Olonne samedi à Lorient 92-66. Le BCB est 5e, les Sablais sont 11e. Des Sablais qui vont affronter le Centre fédéral ce mardi. Chaland accueillera Vitré vendredi soir. Du football maintenant avec la Coupe de France féminine. C'était le deuxième tour ce week-end et l'équipe de La Roche-ESO, 10e du groupe A de Division 2 féminine, recevait Montauban, 4e du groupe B. C'était ce dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay. Grosse occasion pour le SO dès la 4e minute avec une tête de Fati qui trouve le poteau. Et puis 6e minute à la suite d'un corner, cafouillage dans la surface de réparation de Montauban et Eline Moreau réussit à envoyer le ballon dans les filets. Ouverture du score de l'ESO. Mais réaction de Montauban à la 19e avec ce coup franc lointain qui lobe la garde Anouk Lenné. Montauban qui égalise à 1 partout. Des Montalbanaises encore dangereuses sur coup franc et c'est Emma Guyard qui dégage le ballon sur la ligne de but. 35e minute, la lyonnaise Léonie Lemoigne tente sa chance de loin et frappe la barre transversale. Juste avant la pause, Montauban obtient un penalty sur cette action avec une faute de main de Boban. Penalty frappé par Compère Banguillot sur le poteau. On en reste là à 1 partout à la pause. En seconde période, on assiste tout d'abord à une succession d'offensives de La Roche avec notamment Maureen Cosson, puis Léonie Lemoigne qui bute toutes les deux sur la gardienne. Et c'est ensuite au tour de Montauban de se montrer dangereux avec la frappe de Astier qui passe juste au-dessus et la tentative de Ringenberg qui frôle la lucarne. Et on joue les arrêts de jeu lorsque Océane Ringenberg permet finalement à Montauban d'inscrire un deuxième but, de remporter ce match et de se qualifier pour le tour suivant. Élimination donc des Ornésiennes qui peuvent regretter leur manque d'efficacité en attaque. On va écouter les réactions des entraîneurs au micro de Thibaut Grasset. On a plutôt bien entamé le match, on ouvre le score et puis de manière un peu incompréhensible, on a reculé derrière et on a manqué énormément de maîtrise sur cette première mi-temps, ce qui fait qu'on donnait souvent le ballon à l'adversaire. Elles égalisent, on va dire logiquement par rapport au contenu. Maintenant sur la deuxième, je pense qu'on est mieux, on passe plus de temps dans leur camp, mais on manque une nouvelle fois de justesse dans les derniers gestes. Alors on se met une petite pression supplémentaire là où habituellement on est plus efficace parce que dans le cœur du jeu, autrement c'est plutôt intéressant sur les dernières semaines. Maintenant, voilà, la coupure va faire du bien à tout le monde. L'équipe, le staff, on est tous contents d'avoir passé ce tour parce que c'était l'objectif en venant ici. Maintenant, on savait que ça allait être un match difficile. Moi, c'est des matchs comme celui-ci qui me permet de faire jouer des joueuses qui ont un peu moins de temps de jeu. Moi, ce que je retiendrai, c'est qu'on s'est battu jusqu'au bout. Voilà, on a eu effectivement du mal à mettre notre jeu en place, mais on est resté concentré sur l'objectif. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui se prennent un but à la deuxième minute et qui baissent les bras ou qui se désorganisent et qui peuvent du coup prendre plus de buts. Ça n'a pas été notre cas. Donc sur ça c'est très positif. Ensuite oui, une deuxième mi-temps un peu plus aboutie, même si ça reste encore un peu poussif. Mais pour le dernier match de la saison et avec une qualification en poche, on va pouvoir fermer les yeux.
Et on reviendra sur cette élimination de La Roche-ESO dans la deuxième partie de 85 chrono avec nos trois invités, Malika Bousso, coprésidente de l'ESO, Fabrice Bouillet, que vous avez vu, l'entraîneur, et Maureen Cosson, la capitaine. Autre résultat de football en National 2 lors de la 13e journée. Très importante victoire des Herbiers sur le terrain du leader Saumur, 3-2. C'était samedi, des buts de Billy Dory et Matondo. Avec 5 victoires, 6 nuls et 1 défaite, le VHF passe deuxième au classement à 2 points du nouveau leader Gaulle FC. Les 2 derniers matchs de l'année 2022 auront lieu cette semaine avec un déplacement à Nantes mercredi et la réception de Chamalières samedi. Et puis en National 3, lors de la 10e journée, match nul un partout entre le Poiré-Survie et La Roche VF. La Roche leader, le Poiré 6e, victoire de Fontenay à Saint-Philbert. Fontenay regrimpe à la 2e place. Défaite de Chaland à Laval 2-0, les Chalandais sont 5e. Pouzauges s'incline 3-0 face à Sablé. Ça fait 6 matchs de suite sans victoire pour les Pouzaugeais qui sont 10e au classement. Et enfin la Roche-ESO s'incline 3-1 face à Vertou, le SO 13e et avant-dernier. Le week-end prochain, on aura notamment La Roche VF face au Mans vendredi soir, Chaland contre le SO samedi et Fontenay face à Pouzauges samedi également. Du handball maintenant avec la Nationale 1 masculine, la 12e journée et le match de la peur entre les 2 derniers du classement, Pouzauges et Savigny. 2 victoires et 9 défaites chacun au compteur. Le match avait lieu à la salle de l'Étoile samedi soir. Coupe du Monde et match de l'équipe de France oblige. La salle était un peu moins garnie pour cette rencontre qui n'a pas offert un très grand spectacle. Après un premier quart d'heure équilibré, le PVHB prend les devants avec un écart de 5 buts à la 24e minute, 12-7. On retrouve cet écart de 5 buts à la mi-temps. Pouzauges mène alors 14-9. Après la pause, les Pouzaugeais restent sur leur lancée. Ils mènent 18-14 à la 40e minute. Le match devient très haché avec de nombreuses fautes, beaucoup d'exclusions de 2 minutes et même 2 cartons rouges. Le PVHB va creuser encore l'écart, 22-14 à la 47e minute, puis laisse revenir Savigny à 3 longueurs, 22-19 à la 53e. Les Vendéens se ressaisissent et terminent finalement cette rencontre avec une avance de 5 buts. Score final 29-24. Pas de très beau jeu, pas du grand handball, mais l'essentiel était bel et bien la victoire et c'est chose faite. On va écouter le coach Pouzaugeais, Steve Berger, au micro d'Alain Charrier. On avait dit que quelle que soit la manière, la seule chose qui était primordiale et la plus importante ce soir, c'était de prendre les 3 points. On a pris les 3 points, après c'était pas le plus beau match de la saison, très, très haché, surtout en deuxième période. Mais bon, on mène tout le match, donc je pense que la victoire elle est méritée et encore une fois, même si c'est pas le meilleur match, l'important était de prendre les 3 points en prévision de la suite du championnat. Maintenant, encore une fois, ouais, c'était pas le match le plus beau match, le match le plus abouti balistiquement parlant et le plus agréable pour les spectateurs. Maintenant, encore une fois, ce soir, je l'avais dit aux joueurs, la manière, peu importe la manière, il fallait gagner. Si on parvenait à gagner à Rennes, on se mettrait dans une position où le maintien, deuxième partie de saison, on l'aurait devant nous et ça paraîtrait jouable et abordable. Donc d'où la grande importance du match à Rennes la semaine prochaine. Et c'est la 3e victoire des Pouzaugeais qui sont 12e au classement. Le prochain match, comme le disait Steve Berger, ce sera donc samedi prochain à Rennes contre le Cercle Paulbert qui est actuellement 7e. Ce sera le dernier match avant une trêve d'1 mois. Toujours en handball en National 1 féminine lors de la 10e journée. La Roche-sur-Yon s'est lourdement inclinée à Rochechouart-Saint-Junien 28-17. 3 victoires, 1 nul, 5 défaites pour les Lyonnaises qui sont 10e. Prochain match samedi à domicile contre Borde. Et puis défaite également de l'équipe 2 de La Roche-sur-Yon en National 2 féminine lors de la 9e journée. Défaite à Saint-Sébastien-sur-Loire 34-28. 6e défaite des Lyonnaises, 9e au classement. Prochain rendez-vous le 7 janvier contre Châteauneuf en Thymerais. Rugby maintenant avec la Fédérale 3. Lors de la 10e journée, le FC Lyonnais s'est imposé sur le terrain de Choret 26-20. Ça fait 9 victoires en 9 matchs pour les Lyonnais, toujours solide leader devant les Sables d'Olonne. Les Sables vainqueurs également à Chinon 18-13. Le FCY jouera son match en retard face à Puylleborough dimanche prochain. Pour les Sables, c'est la trêve, reprise du championnat le 15 janvier. Allez, des images de hockey sur glace maintenant avec le championnat de Division 3. On jouait la 12e journée ce week-end, mais c'était le 7e match seulement du Ogli, le hockey glace lyonnais leader qui recevait Anglette, 2e samedi soir.
On n'a pas les images de cette rencontre entre La Roche et Anglette. En tout cas, après le premier tiers-temps, eh bien, La Roche mène 3-0. On voit les images maintenant. Avec donc les Lyonnais qui ont ouvert le score par Valentin Jacques à la 12e minute. Deuxième but du Ogli inscrit par Jonathan Manon après 19 minutes de jeu. 2-0. Puis 3-0 après une réalisation d'Igor Sarma, 50 secondes seulement après le deuxième but. Et donc à l'issue du premier tiers-temps, La Roche mène 3-0. La Roche qui inscrit un quatrième but dès le début du deuxième tiers-temps. Et cette fois, c'est Andrew Donald qui est à la finition. Ça fait donc 4-0. Moins d'une minute plus tard, Jonathan Manon va signer le doublé et ça fait 5-0 pour le Ogli. On passe à la 37e minute. Nouveau but des Lyonnais signé Cyril Selin, 6-0. Anglette ouvre son compteur à la 39e minute sur un tir de pénalité. But de Ferreira Reis, 6-1 pour les Lyonnais à la fin du deuxième tiers-temps. Un seul but marqué dans le troisième tiers-temps. Il est l'œuvre du Lyonnais Camille Rajnoa à la 57e minute. Score final 7-1 en faveur des Aigles de La Roche-sur-Yon qui poursuivent leur sans faute. On écoute les coachs au micro de Thibaut Grasset. On apprend ce match avec plaisir parce que c'était deux premières équipes de la poule qui se sont affrontées. Donc voilà, c'était un match, même si le score il est sévère, mais c'était un bon match et je pense qu'on a pris plaisir de jouer le match comme ça. C'est notre but, de toute façon, il est affiché, on veut aller jouer en D2, donc ça va être pas facile, mais nous, on est prêts. Si les gars ils jouent comme il faut, s'ils sont bien appliqués dans tout ce qu'on se dit, je pense qu'on peut faire un bon parcours cette année, mais il faut être concentré dès le début jusqu'à la fin et on peut faire quelque chose de bien. C'est sûr, c'est qu'on s'est fait cueillir d'entrée. On a bien commencé le match, je pense qu'on était en place, on avait mis les consignes un peu d'être un petit peu plus haut et de faire des transitions rapides justement et puis ça a fonctionné. Je pense qu'on a pris 2 mauvais buts, après c'est un but en infériorité numérique, donc c'est sûr qu'on rentre fin du premier à 3-0. On a essayé de serrer un peu les lignes et bon, ça n'a pas marché. On n'a pas su bien jouer au hockey au deuxième tiers et puis on l'a payé cash. Contre une équipe comme La Roche avec les armes qu'ils ont, ça se paye cash. Mais bon, on a une équipe qui est composée à 70%, 60% avec des U20. C'est notre volonté de former les jeunes via la D3. Donc il faut passer par des performances comme ça aussi pour grandir. Donc, score sévère, je trouve. Mais comme on disait, il n'y a pas de souci avec la défaite. C'est la manière qui me pose un peu problème. Et une victoire qui permet au Ogli de conforter sa première place au classement devant Cholet et Anglette. Samedi prochain, les Lyonnais joueront à Rennes. À noter un résultat également en ring hockey en Coupe de France. La défaite de la Vendéenne en 8e de finale sur le terrain de Dinan-Quévert, 5-3. Du tennis de table avec le championnat de France par équipe en National 2 messieurs. La 7e journée, la dernière de la première phase et la victoire de la Ferrière face à Rambouillet 8-1. La Ferrière 5e se maintient donc en N2 pour la deuxième phase qui débutera en janvier. Allez, un mot d'athlétisme, on en a parlé la semaine dernière. Les championnats d'Europe de cross-country avaient lieu à Turin ce dimanche avec le Lyonnais Romain Mornay qui participait au relais mixte avec l'équipe de France. Le relais mixte, c'est 2 hommes, 2 femmes par équipe, 1500 mètres chacun à parcourir. Romain Mornay était le premier à s'élancer. Il a transmis le relais en 6e position, mais l'équipe de France décroche finalement la 3e place. C'est donc une médaille de bronze pour Romain Mornay qui honorait sa première sélection. Il était accompagné de Charlotte Mouchet, Azedine Habs et Anaïs Bourgoin. Il termine derrière l'Italie et l'Espagne. De la boxe avec le club Boxe 85 au Sable d'Olonne qui organisait les quarts de finale et les demi-finales du championnat de France de boxe samedi et dimanche à la salle Pierre de Coubertin. 170 boxeurs réunis et on retrouvait les 2 frères Gros, Hugo et Enzo, les fils de Nicolas, entraîneur du club sablais. Hugo, en moins de 71 kilos, s'est d'abord imposé en quart de finale face à Tahar Belkir. Dimanche en demi, il affrontait le Rouennais Ismaël Gbodialo. Nouvelle victoire du jeune sablais, déjà champion de France 2021 en moins de 69 kilos. Il affrontera en finale le boxeur de Royan Makan Traoré. Son grand frère Enzo, vous allez voir dans quelques instants, c'est lui aussi qualifié pour la finale. Il a d'abord écarté en quart Christopher Missang. Et Enzo qui est en moins de 63,5 kilos. En demi-finale, il a dominé le Toulousain Antar Badri. En finale, il retrouvera Mohamed Ounaï du BC Montfavet dans le Vaucluse. Il tentera de glaner un 3e titre national après ceux obtenus en 2021.
2019 et 2020. Des finales qui auront lieu samedi à Asnières-sur-Seine. On écoute Hugo et Enzo Gros. Satisfait, des beaux combats aujourd'hui, hier également. Un bon quart, une bonne demi-finale où je me suis senti bien physiquement ou techniquement, rien de particulier. Une petite baisse là aujourd'hui dans la fin du deuxième round, mais dans l'ensemble un combat où je suis satisfait de ma performance et soutenu par le public, donc ça fait plaisir. Prochaine étape la semaine prochaine, finale des championnats de France. Donc je rencontre un homologue de l'équipe de France, donc ça présage un beau combat. Si tout se passe bien, par la suite il y a un tournoi de présélection olympique qui se fait en France, donc en Ile-de-France, et celui qui engrange le plus de victoires partira sur le premier tournoi qualificatif pour les Jeux de Paris 2024. Très bon combat, j'ai pris plaisir. Combat contre tactique et technique, contre un adversaire qui était technique et vachement attentiste. Donc non, bon combat, j'ai pris plaisir, on a écouté le coin et tout s'est bien passé. On est en finale pour la semaine prochaine. Donc la suite, il y a un tournoi interne où il y a les 4 meilleurs Français de chaque catégorie qui vont s'affronter. Suite à ce tournoi, il y aura un numéro 1 et un numéro 2. Le numéro 1 sera envoyé du coup au premier tournoi de qualification pour les Jeux de Paris, qui sont les Jeux européens et qui auront lieu en juin. Derrière les Jeux olympiques à Paris, donc ça c'est le Graal absolu et on travaille pour ça depuis des années, c'est l'objectif. Les propos recueillis par Alain Charrier. Allez, quelques résultats de surf maintenant, puisque les championnats du monde de parasurf avaient lieu en Californie. Il y avait 2 Vendéens dans l'équipe de France. Emmanuel Blanchet de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, que vous voyez à gauche de l'écran, a décroché la médaille de bronze en CNEL. Médaille de bronze également pour Philippe Naud, que vous voyez au milieu de l'écran. Philippe Naud de l'Île-Dieu, qui était en compétition en stand 2. L'équipe de France qui a terminé vice-championne du monde en décrochant 8 médailles individuelles. Et puis on termine avec cette première partie avec la triste nouvelle de ce début de semaine, le décès de Walter Beneteau, ancien coureur cycliste professionnel. Il a porté les couleurs de Bonjour, de Brioche la Boulangère et de Bouygues Télécom sous les ordres de Jean-René Bernaudot entre 2000 et 2006. Cette saison, il était assistant au sein de l'équipe BNB Hotel. La rando, Walter Beneteau était également au programme chaque année de la fête du chrono aux Herbiers. Il a été retrouvé mort à Bali en Indonésie. Les circonstances sont encore inconnues. Il était âgé de 50 ans. Nous adressons bien sûr toutes nos condoléances à sa famille et l'ensemble de ses proches. Vous pouvez d'ailleurs entendre la réaction de Thomas Vauclair dans le journal de TV Vendée de ce soir, l'édition de 18h. Un journal dont on va découvrir justement les titres en compagnie d'Alexandre Debray. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien, et oui voici les titres pour cette nouvelle édition du 12 décembre. D'abord, la pêche à la civelle va-t-elle s'arrêter plus tôt que prévu pour les marins-pêcheurs ? La Commission européenne se penche en ce moment même sur la question. L'objectif serait de raccourcir la saison de pêche de 3 mois. On vous décrypte tout ça dans le journal. Le casse-tête de l'entretien des haies bocagères aussi. Ça se passe en Vendée avec la FDSEA. Pour élaguer certaines parcelles, les agriculteurs doivent faire face et doivent faire attention à des câbles de fibre optique de Vendée Numérique. Un danger pour eux, mais aussi un coût en cas de dégâts. Diane Delangle vous expliquera tout ça. Et puis enfin, grève majeure dans les cantines scolaires lyonnaises. Jusqu'à vendredi, un mouvement est lancé pour l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale, mais aussi pour les salariés relevant en partie du privé. Aujourd'hui, la grève était suivie par 12 des 16 établissements de La Roche-sur-Yon. Voilà pour les titres, Aurélien. Je vous souhaite une bonne fin de 85 chrono. Merci Alexandre. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de 85 chrono avec nos 3 invités de La Roche ESO Football, Malika Bousso, Fabrice Bouillet et Maureen Cosson. À tout de suite.